Place au parti pris. Ruth François, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour le parti pris international. Et c'est vous qui commencez, Ruth, avec ce que vous appelez l'électrochoc de la Haute-Savoie. C'est une première et il est difficile de ne pas y voir, selon vous, un de ces petits cailloux, peut-être, sur le chemin de 2017. Où va donc LR, le parti des Républicains? L'échec cinglant de leur candidat en Haute-Savoie face à un candidat d'Éric Ciotti, donc allié au Rassemblement national, devrait provoquer un véritable déclic. C'est ça, c'est la première fois qu'il y a un candidat allié au RN qui s'impose dans ce département qui est un fief de LR. Voilà, alors c'est Antoine Valentin, candidat UDR-RN, qui l'a emporté avec 59,1% contre le candidat LR, Christophe Fournier, qui a eu 40,9%. Alors, attention, j'explique, c'est une élection partielle, très particulière. La participation était très faible, 34%. Il y avait pléthore de candidats, la sortante ne se représentait pas. Bon, il faut bien mettre ses limites, c'est un peu scientifique, et rappeler que ce n'est pas un exemple absolu. Néanmoins, c'est donc la première fois que l'extrême droite gagne en Haute-Savoie. C'est un territoire rural, toujours dévolu à la droite depuis 58 et un haut lieu de la résistance. On est à côté du plateau des Glières. D'ailleurs, Éric Ciotti, qui lui est un ancien de cette droite-là, n'a pas hésité à claironner et à considérer que chaque jour qui passe, l'UDR remplace désormais LR partout en France. Bon, c'est un peu une manière de prendre ses désirs pour la réalité, mais c'est surtout une manière de justifier son rôle de passerelle, parce que c'est un signal qui est loin d'être une vague, mais c'est un signal pour les LR. Jordan Bardella et Marine Le Pen aussi ont salué la victoire de cette alliance RN-UDR qui a battu les Républicains Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, totalement discrédités par leur soutien à Emmanuel Macron et au diktat des socialistes. Alors, quels enseignements? Le premier, le score du premier tour du candidat LR, très intéressant. 15% seulement, contre 45% à son adversaire. Du coup, les ténors de la droite s'étaient déplacés. Ensemble, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sur la même affiche, c'est suffisamment rare pour être signalé. Ce soutien n'a pas suffi. Michel Barnier s'était aussi déplacé entre les deux tours. Mais c'est là qu'on voit que c'est un signal fort du désarroi de l'électorat LR, qui ne sait plus à quel sein se vouer. Le président du parti, par ailleurs sénateur, a dénoncé tout au long de la discussion budgétaire un budget socialiste, quand Laurent Wauquiez, le chef des députés, a lui refusé de censurer et plaidé pour une responsabilité dans un contexte international particulièrement sensible. Division, désaccord, flou sur la ligne, renoncement quand même sur la réforme des retraites. Ce sont quelques-unes de ces raisons qui expliquent ce désamour. Alors, entre la position raisonnable de la stabilité et l'opposition qui aurait conduit à de nouvelles élections, les dirigeants se sont montrés divisés. Alors, imaginez-vous les électeurs, carrément paumés, quoi, en fait. Et donc, d'ailleurs, il y a eu un sondage au Doxa que cite Le Parisien. C'est ça qui explique, vous pensez, cette c'est vraiment une des raisons. C'est vraiment une des raisons. C'est une déconnexion, une incompréhension sur la ligne, sur les divisions. Ça, c'est sûr. Et puis, deuxième leçon. Entre les deux tours, il y a eu une forme d'appel au Front républicain pour éviter que ce candidat RN, UDR-RN passe, et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est la deuxième leçon, c'est-à-dire une porosité possible des électorats et la fin des préventions d'une partie, en tout cas, de l'électorat de droite traditionnel envers l'extrême droite. Par ailleurs, c'est un électeur c'était un candidat d'Éric Ciotti, donc c'est quand même un ancien de la famille, c'est plus facile, et c'est encore une fois, c'est ce rôle de passerelle qu'il veut jouer. Alors, à partir de ce soir, la séquence budgétaire s'achève, donc on pourrait considérer que ces états d'âme à ciel ouvert, c'est fini, on va passer à autre chose, mais pas du tout. Il y a un prochain épisode en quelques mots. Comme au centre, les candidats à la candidature se pressent déjà au portillon. David Lisnard, Xavier Bertrand ne font pas mystère de leurs intentions. Bruno Retailleau compte profiter de son statut de président du parti pour se lancer très bientôt dans la course. Il espère d'ailleurs une forme d'avantage. Laurent Wauquiez, pour le moment, il regrette les divisions, propose toujours sa primaire de Darmanin-Knafo pour gagner du temps en espérant revenir dans le cœur des électeurs de droite. Bref, après le manque de leadership, le trop-plein de candidats, encore une fois, cette élection, elle était partielle, spécifique, mais elle mérite sérieusement pour ce parti une analyse avant que ce soit une autopsie pour un parti, parce que les partis sont aussi mortels. À l'instant d'ailleurs, puisque vous en parliez, le budget est officiellement adopté, puisque les deux motions de défiance, l'une
du RN 135 voix, l'autre de LFI 260 voix. Il en fallait 289, c'est plié. Le budget est adopté, mais, et on en vient à votre parti pris économique, François, et pourtant, malgré ce budget que beaucoup considèrent comme étant à l'envers, d'une certaine manière, des préoccupations qui devraient être celles de l'économie française, eh bien, nous ne payons pas plus cher la dette. Et vous dites, les marchés font l'autruche, pourquoi ? Oui, c'est vrai, vous l'avez dit en quelques mots, mais c'est un budget quand même lesté d'un déficit de 5% du PIB, c'est-à-dire à peu près le même niveau que l'année dernière. Et comme l'année dernière, ça sera le pire résultat de la zone euro. C'est un budget qui laisse en l'état tous les problèmes du pays. Les impôts au plus haut, la dépense publique au plus élevé au contraire. Pas de mesures significatives pour augmenter la quantité de travail. On a renoncé à la réforme des retraites. Donc finalement, c'est une année véritablement blanche. Vous vous souvenez qu'on parlait d'année blanche qui n'augmentait pas les dépenses ? Eh bien, c'est encore pire parce que ça laisse tous nos problèmes tranquillement prendre la poussière avec une espérance de vie toujours assez solide. Ajoutons que, et je me tourne vers Ruth, l'expérience du dialogue politique qui avait été initié par le président, qui disait il faut arriver à une certaine maturité, devenir des Allemands, que les opposants se billevesés. On voit bien que ça ne marche pas et que ça conduit à l'alignement mécanique. Ça n'a pas séduit en tout cas. Sur les propositions les plus coûteuses, c'était particulièrement vrai pour la sécurité sociale, où pas une mesure n'a été prise et où on se dirige vers un déficit qui va dépasser les 20 milliards d'euros. Bon, faut rappeler que la seule expérience d'union nationale qu'on a connue, c'était 45, circonstance quand même un peu particulière, puis un patron. Un vrai patron, on a aujourd'hui ni l'un ni l'autre. Et pourtant, des marchés incroyablement calmes. Taux à long terme aujourd'hui, 3,44%. Ils vont s'afficher. Et c'est-à-dire, au-dessus de l'Allemagne, bien sûr, qui est la référence, qui est à 2,86, ça nous fait 0,59 d'écart, ce qu'on appelle le spread, qui est la mesure du risque national français. Mais vous voyez que, l'Italie est toujours au-dessus de nous, même si des pays plus sérieux comme le Portugal et l'Autriche sont plus proches de l'Allemagne. C'est pas la catastrophe, quoi. Non. C'est pas du tout la catastrophe. Et s'il y en a une, elle ne sera probablement pas déclenchée par les affaires budgétaires françaises. C'est ça ce que nous dit ce taux d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui pousse les marchés à pratiquer cette politique de l'autruche ? Il y a deux choses. D'abord, évidemment, la stabilité politique qui prévaut. Après 18 mois de bazar, le Cornu peut espérer conduire la France jusqu'à l'élection présidentielle. C'est au moins un scénario vraisemblable. Pour les investisseurs, rien de pire que le désordre. La deuxième chose, c'est l'euro, évidemment. La France profite toujours de la garantie implicite des pays avec lesquels elle est associée dans l'Union monétaire, ce qui laisse croire aux investisseurs qui seront remboursés des quelques 305 milliards qu'ils vont nous prêter cette année. En résumé, ce budget 2026, c'est un budget de passagers clandestins. Faut-il s'en féliciter ? Évidemment, mieux vaut la stabilité que le bazar. Pour autant, à cause de l'union monétaire, ou grâce à l'union monétaire, suivant la perspective qu'on prend, il n'y a plus aucune pression sur la France pour régler ses problèmes de finances publiques. Et on peut penser qu'il en sera ainsi jusqu'en 2027. On va pouvoir continuer à faire des 5% de déficit. Le passager clandestin a de beaux jours devant lui. Abnous, votre parti pris international, connaissez-vous Bad Bunny ? Eh bien, il a fait sensation au Grammy Award et vous nous dites c'est la vengeance de Porto Rico contre Trump. C'est-à-dire c'est encore plus important que ça parce que aujourd'hui, donc c'était hier, c'était les Grammy Awards, sur les Oscars de la musique, pour simplifier, c'était à Los Angeles, et le monde de la musique américaine a orchestré ce qui ressemble sincèrement au premier acte collectif de résistance culturelle d'ampleur contre l'administration Trump. Et moi, c'est ça qui m'a surprise, c'est que face à la désertion du Parti démocrate qui a finalement décidé, qui avait commandé un rapport sur les causes de l'échec de Kamala Harris, a décidé de le mettre sous le tapis. Et donc, il n'y a plus de leadership au Parti démocrate. Enfin, ils sont quand même aux abonnés absents. Et donc, ce sont des chanteurs, et particulièrement donc la communauté portoricaine, comme vous l'avez dit, représentée par Bad Bunny, qui ont
occuper le vide laissé par l'opposition politique traditionnelle. Et bon, ça devient une habitude, mais une soirée de célébration musicale est devenue au fait un meeting politique anti-ICE, la police anti-immigrée, et plus globalement contre la politique migratoire de Trump. Mais tout a commencé, toutes les bonnes cérémonies d'autocongratulation par des blagues, et c'est le maître de cérémonie Trevor Noah qui a donné le ton dès son monologue d'ouverture. Alors il a tout de suite ciblé Trump dès la première phrase, avec des pics sur lui et la rappeuse Nicki Minaj qui s'est récemment déclarée fan numéro 1 du président, mais aussi sur le Groenland et Epstein. On écoute Trevor Noah. I mean, because Epstein's island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton, so... Donc évidemment, Donald Trump a réagi au quart de tour sur Truth Social en majuscule, s'il vous plaît. Noah a dit incorrectement à mon sujet que Donald Trump et Bill Clinton ont passé du temps sur l'île d'Epstein. Faux, toujours en majuscule. Noah est un perdant total. Faudrait mieux de vérifier ses faits et vite. On dirait que je vais envoyer mes avocats pour suivre ce pauvre pathétique sans talent crétin de MC. Trump sans ses altitudes n'est pas Trump, évidemment, ils font une insulte. S'en est suivi, mais alors, une avalanche de déclarations politiques des gagnants ou pas, suivie par des trompes d'applaudissements, de standing ovation, moins pour la musique que pour les saillies anti-Trump. On a vu énormément d'artistes avec le badge ICE Out, c'est-à-dire dehors ICE, la police anti-immigrée. Justin Vernon du groupe Bon Iver, je fais genre, je savais pas du tout qui c'était, mais il avait un sifflet pour rappeler ces sifflets qu'utilise la société civile pour prévenir de l'arrivée de ICE. Billie Eilish, avec son badge ICE Out, a tenu un discours progressiste en martelant, je cite, que personne n'est illégal sur une terre volée, et elle a fini son discours par cette gracieuseté que je ne vais pas dire, mais vous pouvez lire. En anglais, on peut tout dire. En anglais, on peut y dire, donc fuck ICE, qui a été censuré à la télé, mais que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Olivia Dean, révélation de l'année britannique d'origine jamaïcaine et guyanaise, a rappelé qu'elle était petite fille d'immigrés et qu'elle est le produit de ce courage-là, et j'avoue que c'était le petit moment larme pour moi, j'ai trouvé ça très émouvant. Eh bien, mis à part Donald Trump, qui était au final la star de la soirée, comme il est le cœur de toutes les conversations privées, publiques, etc., eh bien, c'est Bad Bunny, et là nous allons avoir un son qui va accompagner ce que je vais vous raconter. C'est un chanteur donc portoricain, premier opposant maintenant officiel au président américain, et il est surtout devenu hier le premier artiste avec un album entièrement en langue espagnole à remporter l'album de l'année. Normalement c'est en langue anglaise qu'on gagne. Et lors de son premier passage sur scène pour le prix de la musique urbaine, il a eu 2 Grammy Awards. Bad Bunny a ouvert son discours par une déclaration, alors là, standing ovation, applaudissements, ça ne s'arrêtait plus. On écoute Bad Bunny. Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. The only thing that is more powerful than hate is love. So, please, we need to be different. If we fight, we have to do it with love. Alors, ce que je trouve très intéressant dans ce discours, c'est que quand vous l'écoutez, et ça vous fait tilt à tous, ce que vous entendez, c'est le pur narratif américain. C'est le soft power américain, c'est le soft power des films américains qui nous ont bercés depuis, j'allais dire, toute nos enfances confondues. Cette idée que l'amour gagnera toujours, cette idée que c'est avec l'amour qu'on combat la haine. Et c'est ça qui est intéressant, que ce soit ce jeune homme qui est opposant à Trump, qui reprenne le pur narratif américain, déjà. Et c'est pas rien, figurez-vous que le 9 février prochain, c'est Bad Bunny qui va être le premier artiste latino et hispanophone à assurer le spectacle pendant la mi-temps du Super Bowl, qui est l'émission la plus regardée. Donc c'est dire à quel point il devient un opposant. Et vous savez, Porto Rico, parce que là vous allez me dire, et pourquoi Porto Rico, ça vous obsède à ce point-là? C'est que nous devrions tous être obsédés par Porto Rico. Ce n'est pas seulement West Side Story, Porto Rico, puisque on la connaît surtout Porto Rico pour West Side Story, où la très inélégante et très mauvaise blague du comédien Tony Hinchcliffe, que je ne connaissais pas avant son horrible blague lors d'un meeting de Trump en 2024 à New York, qui disait: je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a littéralement une île flottante de déchets au milieu de l'océan en ce moment. Ouais, je pense que ça s'appelle Porto Rico. C'est pathétique, c'est inutile. Non, Porto Rico, c'est une histoire américaine. Ça a été une colonie espagnole pendant 400 ans. Après le traité de Paris qui a mis à la fin à la guerre hispanico-américaine, eh bien en 1899, c'est devenu une île américaine. Là, les Américains ont dit aux résidents: soit
vous avez 1 an pour aller vous déclarer espagnol, si vous devenez de fait des Américains. Et il y a eu une loi en 1917 qui a imposé la nationalité américaine à tous les portoricains, ce qui explique que depuis cette date, 200 000, je dis bien 200 000 portoricains ont été des soldats de l'armée américaine, ont participé à toutes les opérations. Et quand même, je tiens à dire que les portoricains représentent 2,46% du personnel militaire pour une population d'1,4% de la population générale. Et malgré ça, malgré leur passeport américain, ils n'ont pas le droit de voter pour le président américain et leur représentant au Congrès n'a pas de droit de vote. D'habitude, vous êtes très agacé par ces consensus du côté des artistes. Oui, mais vous avez remarqué mon ironie quand même au début. Oui. Mais là, on sent que comme vous êtes encore plus agacé, non, c'est pas le bon mot, par Trump. Non. Vous dites c'est une réaction plutôt salutaire. C'est-à-dire, non. En fait, j'ai détesté Billie Eilish, je déteste ces démonstrations, vous savez, de gens extrêmement privilégiés qui viennent et qui se prennent pour des politiques. Mais il n'y a plus que ça à se mettre sous la dent. Où sont les opposants? Ils sont inexistants. Il y en a un qui a gagné dans le Texas, là. Et j'avoue que le personnage de Bad Bunny, concrètement, ce qu'il dit, j'ai quand même écouté ses chansons et pas depuis hier. À un moment, il espère que Porto Rico ne vienne pas Hawaï. Le fait qu'il se considère comme américain, il a un passeport américain, mais que Porto Rico, et j'avoue que depuis l'enfance, et West Side Story, oui, voilà, j'ai des petites passions comme ça. Porto Rico m'a toujours intéressée parce que c'est quand même une anomalie politique. Ils sont américains, mais sans l'aide, sans aucun droit, et c'est quand même beaucoup. Vous savez, quand vous vous battez pour un pays, on dit souvent que pour être d'un pays, il faut y donner son sang. Je pense qu'ils ont largement donné le leur, et je trouve ce personnage intéressant parce que ses morceaux, il écrit bien. Et c'est pas désagréable d'avoir un chanteur qui écrit bien, qui tienne à la langue espagnole, et il n'essaye pas de se créer un espèce de passé. C'est le fils d'une prof et bibliothécaire. Il était très bon à l'école. Il avait un petit boulot dans une supérette, et aujourd'hui il arrive à être une des personnes les plus écoutées au monde. C'est agréable. Moi, j'apprécie le talent. Et si c'est lui qui devient un opposant en attendant que les autres se réveillent, je vote pour. Mais je déteste le côté dégoulinant wokistan auquel on a quand même assisté. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.